comment attirer des milliers de visiteurs et de clients gratuitement. Si tu aimerais que ta courbe de visiteurs sur ton site ressemble à ça ou à ça, regarde bien la vidéo. On va parler aujourd'hui en détail de référencement naturel. C'est une formation complète pour attirer des visiteurs gratuitement sur ton site grâce à Google en 2019. Aujourd'hui, ça va être une très grosse formation gratuite sur le référencement naturel, sur le SEO. C'est une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois. J'en ai jamais parlé sur ce site, sur cette chaîne. Et je vais te donner tout ce que je sais, tout ce que j'ai accumulé sur ces 8 dernières années en ligne. Aujourd'hui, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des revenus jusqu'à début 2019, c'est-à-dire entre 2011 et 2019, étaient exclusivement, essentiellement à 95% issus du référencement naturel avec des visiteurs gratuits. J'ai lancé des sites en e-commerce qui ont généré des dizaines de milliers d'euros par mois gratuitement grâce au SEO. J'ai un blog actuellement avec ma femme, on en a parlé il y a quelques semaines sur la chaîne, qui a généré des dizaines de milliers d'euros également et la plupart du trafic vient gratuitement. C'est d'ailleurs une des courbes que tu as vues à l'écran, celle-ci, qui représente le trafic du blog de ma femme qui est en croissance comme tu peux le voir. Donc au programme dans cette formation, on va passer beaucoup de temps sur mon ordi. On va voir les avantages et les inconvénients du référencement naturel en 2019. Est-ce que c'est encore utile en 2019 d'utiliser le SEO alors que la plupart des gens te disent d'utiliser les réseaux sociaux et la publicité? On va voir toutes les notions de base pour que tu comprennes comment ça marche, les types de liens à utiliser. Tu vas voir que les liens sont une partie principale du référencement. On va voir les encres, les erreurs à éviter et comment faire concrètement. Vraiment une étape à suivre, enfin une marche à suivre pour mieux référencer ton site. Je te conseille de prendre une feuille, un stylo parce que ça va être très dense, de prendre de quoi te rafraîchir et c'est parti pour cette longue formation. Juste avant de commencer, vraiment une petite précision. Je ne suis pas un expert en référencement, c'est pas mon métier et donc dans cette formation, je vais essayer de te simplifier les choses de la manière dont moi je les vois et dont je les applique dans mon activité depuis 7 ans. Donc je ne vais pas utiliser de jargon, donc ça va être plus simple pour toi à comprendre. Mais si toi tu es un expert du référencement et que c'est ton métier, que tu fais ça depuis 15 ans, ça sert à rien de dire en commentaire non mais c'est pas exactement comme ça, tu as oublié de parler de ceci, tu as oublié de parler de cela. Tu peux enrichir la vidéo dans les commentaires, mais là le but c'est vraiment de simplifier pour qu'une personne qui démarre et qui n'a jamais fait de référencement pour sa boutique en ligne ou pour son blog puisse comprendre les bases. Allez, c'est parti. Alors, les avantages, les inconvénients du référencement selon moi. Pour moi, l'avantage c'est que c'est du trafic gratuit. J'ai pas mis, il y a un point que j'ai pas mis, mais c'est du trafic gratuit et on va dire stable. C'est-à-dire que sauf grosse mise à jour de Google ou sauf changement radical, ton trafic, si tu fais par exemple 5000 visiteurs au mois de juillet, il est possible et il est probable que tu vas faire 5000 visiteurs au mois d'août et 5000 visiteurs au mois de septembre. Sauf si bien sûr tu vends des raquettes de plage ou si tu vends des combinaisons de ski. Mais par exemple, si tu es placé sur un mot-clé qui n'est pas soumis à des saisons, en fait, ton trafic, il est assez prédictible. C'est-à-dire d'un mois sur l'autre, tu vas faire à peu près le même, voire il va augmenter si tu travailles sur ton référencement ou il va baisser un tout petit peu si tu ne travailles pas dessus. Mais c'est rare de passer de 10 000 visiteurs à 2000 visiteurs, sauf en cas de grosse mise à jour. On va voir ça dans les inconvénients. C'est des résultats passifs. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les moyens d'attirer du trafic, on va dire que tu as les réseaux sociaux, tu as la publicité et tu as le SEO, le référencement. Le référencement, une fois que ton système il est mis en place et que ton site draine du trafic, tu vas en fait avoir de plus en plus de trafic tous les jours et c'est quelque chose qui va continuer même sans que toi tu aies besoin de publier ou que tu aies besoin de payer. Sur les réseaux sociaux, si tu arrêtes de publier, tu es mort. Sur la publicité, si tu arrêtes de payer, tu es mort, tu n'es plus visible. Aujourd'hui, moi, il y a des articles qui me rapportent énormément de trafic sur mon blog et que j'ai écrit en 2012. Tout comme ça peut être le cas par exemple sur YouTube avec des vidéos que j'ai sorties en 2015 et qui me rapportent aujourd'hui des visiteurs. Ce qu'on va voir aujourd'hui, le référencement, c'est bien sûr pour les blogs, ok, pour les trafics écrits, mais ça s'applique en partie au référencement sur YouTube, surtout sur la partie contenu et technique qu'on va voir juste après. L'autre avantage, c'est que c'est l'effet cumulé. C'est-à-dire que chaque effort que tu vas mettre sur le référencement de ton site va venir poser une petite pierre et consolider le tout qui fait que au début, c'est long à mettre en place, mais une fois que c'est en place, parfois, tu peux avoir des résultats super impressionnants. Les inconvénients, c'est que c'est long. Ça peut être long. C'est-à-dire que aujourd'hui, imaginons que tu as 5000 € pour faire connaître ton site. Si tu les mets en publicité, tu peux avoir des visiteurs dès demain matin. Si tu les mets en référencement,
bah, en fait, il va te falloir peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être plus pour vraiment commencer à avoir des résultats visibles. Ça semble compliqué pour certains, c'est-à-dire que, en fait, quand tu t'y connais pas, ça a l'air compliqué. C'est pas plus compliqué que de faire la publicité Facebook, mais ça a l'air compliqué au début et les règles, parfois, elles évoluent. Et le truc, c'est que ça peut être aussi risqué. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, le trafic, il est stable sous condition que Google ne te prenne pas en grippe. Et c'est justement ça le troisième inconvénient, c'est que tu es dépendant de Google. Si demain Google décide pour une raison de blacklister ton site, tu peux avoir ton trafic qui s'effondre et ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Et c'est le cas à chaque grosse mise à jour de Google. Mais si tu fais les choses proprement et correctement, il n'y a pas de risque. Moi, j'ai lancé une centaine de sites internet depuis que j'ai commencé sur Internet. Je me suis fait blacklister une fois. C'était la première mise à jour de Google Penguin, ça s'appelait, c'était en 2012. Et pourquoi? Parce que j'avais fait des trucs sales. C'était au début, je connaissais pas trop, je comprenais pas trop et j'avais fait des trucs justement qu'on va voir aujourd'hui que tu dois absolument éviter. Donc, est-ce que c'est encore utile en 2019? Alors, Google, aujourd'hui, c'est le premier site du monde. C'est le premier moteur de recherche du monde. OK? Quand les gens cherchent une solution à un problème, ils vont sur Google. Ils ne vont pas sur Facebook. Et en fait, l'avantage du référencement naturel, c'est que tu as du trafic super qualifié, super ciblé. C'est-à-dire que, imaginons que toi, tu vends, qu'est-ce que tu pourrais vendre? Tu vends des chargeurs de téléphone, ok? Ou tu vends, vas-y, à la mode en ce moment, les trottinettes électriques. Mais en fait, soit tu vas chercher les gens sur Facebook, alors que eux, ils sont pas du tout en train de chercher une trottinette électrique, et tu vas leur proposer, leur dire, hey, tu veux une trottinette? Ou tu peux attendre tranquillement dans ton coin qu'une personne cherche trottinette électrique pas chère ou boutique de trottinettes électriques en ligne, tu vois? Et en fait, si toi, tu es placé sur trottinette électrique pas chère, ben forcément, une personne qui cherche ce type de requête est intéressée par ton produit. Mais c'est également la même chose sur, à l'époque, j'avais des sites de niche sur la thématique de la santé. Par exemple, si quelqu'un qui cherche comment soulager le mal de dos, en fait, c'est super dur. Imagine, toi, tu vends une solution pour le mal de dos. C'est carrément dur de cibler quelqu'un sur Facebook pour le mal de dos. Par contre, sur Google, c'est une personne qui a cherché comment soigner le mal de dos ou comment soulager le mal de dos ou quels étirements quand on a mal au dos. Et tous ces genres de requêtes qu'on va voir ensuite, tu vas pouvoir les cibler. Donc, c'est vachement utile aujourd'hui en 2019. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui tirent une grande partie de leur profit. Moi, ce que je te conseille, ce que je te recommande, c'est de mixer ça. OK? Si aujourd'hui, tu as de l'argent pour démarrer avec de la publicité, c'est top. Si tu n'as pas d'argent, bah, ça va être ta seule solution. Mais si tu as de l'argent pour démarrer avec la publicité, c'est top. Mais de prendre une partie de tes gains et tous les mois, construire cette stratégie-là qu'on va voir pour pouvoir construire quelque chose de périn. Et que le jour où tu arrêtes de payer, tu as quand même quelque chose qui te rapporte des visiteurs tous les mois. OK? Donc là, on va commencer par les notions de base. Comprendre le référencement naturel. En fait, le référencement naturel, beaucoup de gens compliquent ça en se disant comment je fais pour être positionné sur Google, etc. Et en fait, le positionnement, il se résume à un triptyque. 3 choses. C'est vraiment 3 critères que Google va prendre en compte. C'est à la fois la technique, à la fois la pertinence et à la fois la popularité de ton site qui fait qu'au milieu, à l'intersection de ça, quand ces 3 signaux sont forts aux yeux de Google, ton site va être mieux positionné. Parce que faut pas oublier que Google, son but, c'est de montrer à la personne qui cherche quelque chose, de lui montrer un résultat correct. Et lui, comment il fait pour évaluer si la page elle répond à la question? Eh ben, il utilise ces 3 signaux-là et on va les voir en détail. Premier signal, la technique. Faut que ton site il soit rapide. Donc, pour qu'il soit rapide, il faut qu'il soit codé correctement. Si tu as fait appel à une agence, en général, ça va être développé correctement. Si tu as fait appel à des outils en ligne comme par exemple WordPress, en général, c'est codé correctement, mais il ne faut pas ajouter trop de plugins parce que ça va ralentir ton site. L'hébergement aussi, le facteur hébergement de ton site, le serveur que tu utilises pour héberger ton site, forcément, ça va jouer. Parce que si tu utilises un serveur qui est planqué au fin fond du Canada ou au fin fond de l'Amazonie, bien sûr, ce sera moins rapide qu'un serveur qui est à Paris pour les visiteurs en France et un serveur de qualité. Si tu es avec 10 000 autres sites sur le même serveur, ce sera moins rapide que si tu es tout seul sur ton serveur. Une fois que ton site il est rapide, que le temps de chargement il est optimisé, faut qu'il n'y ait pas de virus sur ton site. Quand je dis la technique, c'est voilà, que ton site ne soit pas buggé. Que quand tu arrives sur la page, les trucs s'affichent correctement et qu'ils ne soient pas virusés. Tu sais, Google, il arrive à détecter quand il y a des virus ou des logiciels malveillants. Si ton site a été piraté plusieurs fois, Google, il va avoir du mal à le présenter aux
à ses visiteurs. Par exemple, le site en HTTPS, ça peut donner un bon signal. Aujourd'hui, depuis début 2018, je crois, Google prend ça en compte dans ses critères. Tu sais, Google, il y a plein de critères dans son algorithme. Il prend ça en compte, tout comme il prend en compte le fait que ça s'affiche correctement ou pas sur mobile. Est-ce que le site il est responsive? Parce que si la lecture sur mobile elle est dégueulasse, il ne va pas l'afficher parce que de plus en plus de visiteurs viennent du mobile. Donc ça, c'était la partie technique. On va dire que c'est acquis à partir du moment où tu fais les trucs correctement ou que tu te fais accompagner. C'est un truc que tu dois faire au début et que tu dois mettre à jour de temps en temps, mais ce n'est pas la partie la plus importante dans notre cas. La pertinence. La pertinence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, le visiteur pose une question à Google, par exemple, comment gagner de l'argent avec son blog. Comment Google va juger que tel site est bon pour répondre? Premièrement, il va analyser ton contenu. Il va analyser la qualité du contenu. Comment il fait pour analyser la qualité du contenu? Il va regarder la longueur. Bien sûr, si toi, il y a 4 mots sur ta page, c'est moins important et c'est moins un bon signal que s'il y a 4000 mots. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, en 2019, la longueur qui est recommandée pour faire des bons articles, c'est à partir de 1500 mots. Ok? 1500 mots, 2000 mots, 3000 mots. Il y a quelques années, il suffisait de faire 500 mots pour être bien positionné. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut faire des longs articles. Et donc, toi, il faut créer des articles de référence. Moi, je te conseille vraiment de faire plus que 2000 mots. Et sur les gros mots-clés, sur les grosses thématiques, et quand tu veux faire des gros dossiers, comme là, par exemple, je suis en train de faire une grosse vidéo qui va devenir un très gros article sur mon blog, et bien ça, tu peux en faire 3000, 4000, 5000 mots, sans aucun souci. Les médias utilisés. Si sur ton article, il n'y a que un gros bloc de texte, Google ne va pas trouver ça cool. Alors par contre, que si c'est aéré, si les parties, il y a des intertitres, si tu utilises des images, des infographies, des vidéos, etc., ben en fait, ça enrichit le contenu et tu vas voir que Google va plus valoriser ton site. Le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est peut-être pas le bon terme que j'ai utilisé, mais c'est quand une personne vient sur ton site et repart. Google, il n'a pas trop de moyens de savoir combien de temps les gens restent sur ton site, etc. Par contre, il a un signal assez important, c'est, imagine que moi, je tape « Comment réparer ma machine à laver ?» J'arrive sur ton site, mais que 3 secondes après, je repars sur Google et que je recherche un autre site sur la même requête. Google, il va dire « Le premier résultat que je lui ai montré, c'est pas le bon. Il n'est pas pertinent vu qu'il ne l'a pas lu longtemps. » Par contre, si je tape une seule fois « Comment réparer sa machine à laver ?» je vais sur Google, enfin, je vais sur le premier site et après, je ne ressors plus du site et je ne retourne plus sur le Google. Google va estimer qu'il a fait son travail. Après, il y en a qui disent oui, mais il a un moyen de savoir avec Google Analytics combien de pages tu as vu, combien de temps tu es resté. Ça, je ne sais pas. Apparemment, ça n'a pas été prouvé. Enfin, à l'époque où moi, je m'intéressais fortement au référencement, ça n'avait pas été prouvé. Mais le signal que Google peut percevoir, et ça, c'est logique, c'est une personne rentre sur ton site, la personne retourne sur Google 5 secondes après pour vérifier. Ça veut dire que ton site n'a pas répondu à sa question. Donc ça, Google va juger comme ça. Il va juger également avec la présence des mots-clés dans ton contenu. Si toi, tu veux te positionner sur trottinette pas chère, mais que sur ta page, nulle part c'est écrit trottinette, ben en fait, comment veux-tu qu'il sache que ton site parle de trottinette? Il peut le savoir grâce au lien, on va voir ça juste après, mais c'est une composante essentielle de mettre des mots-clés et plusieurs variantes de mots-clés dans ton contenu. Et donc forcément, plus le contenu il est long, plus tu vas pouvoir mettre des mots-clés et des variantes. Parce que si ton contenu il fait que 5 lignes, tu vas me placer une fois trottinette dedans. Par contre, si ton contenu il fait 4000 lignes, tu vas pouvoir placer trottinette pas chère, une trottinette à moindre coût, une trottinette de bonne qualité, acheter une trottinette, trouver une trottinette, choisir une trottinette, commander une trottinette et tous ces mots-clés périphériques qui font que ton site va pouvoir augmenter. Est-ce que tu comprends la logique? Plus forcément il y a de contenu, plus c'est naturel d'avoir plus de mots-clés. Les mots-clés, tu dois les mettre par exemple dans les titres. Forcément, les titres de tes parties, s'ils reprennent les mots-clés importants, bah, ça signifie à Google que c'est le sujet dont ta page parle. Parce qu'en fait, c'est juste ça. Indiquer à Google de quoi parle ton site et de quoi parle ta page. Mais tu peux également le mettre dans le contenu, donc dans les paragraphes, dans les images. Dans les images, tu sais, quand tu mets une image en ligne, tu as le nom de l'image et tu as le titre de l'image que tu peux modifier. Et bien en fait, le nom du fichier aussi, tu peux le modifier. Donc en fait, ces éléments-là, si le mot-clé apparaît dedans, ça te permet d'être positionné. Et peut-être parfois d'être positionné sur Google Images. Et dans l'URL, tu vois, ton site, par exemple, otaquet.com, j'ai le choix que mon article s'appelle otaquet.com / une série de chiffres qui correspond à rien, ou il peut s'appeler otaquet.com / comment-référencer-son-site-
en 2019 tiré sur Google, et ça c'est une URL très longue, Google il favorise les URL plus courtes. Donc par exemple, là, je pourrais faire otake.com/référencement naturel. Comme ça, je sais que ça devient mon article référence sur le référencement naturel. Donc ça, c'est la pertinence du contenu. Et le troisième pilier, c'est la popularité. Okay, tu as la technique, la pertinence et la popularité. Google, il estime que si le site il est bien construit, si ton site comporte du contenu pertinent et s'il est populaire, bah, ça veut dire qu'il est de qualité et qu'on doit le montrer aux visiteurs. Comment Google fait-il pour estimer la popularité de ton site? C'est l'élément le plus touchy et l'élément le plus, on va dire, tendancieux sur lequel tu vas pouvoir jouer plus ou moins proprement, plus ou moins salement. Okay, Google, il va se poser la question, est-ce que les gens parlent de mon site? Et pour voir ça, il va analyser les principaux signaux. Aujourd'hui, en 2019, ça a été prouvé, démontré, moi je l'ai constaté, que la viralité sur les réseaux est prise en compte par Google. Je ne sais pas comment ils calculent ça, mais si tu as un article qui est partagé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, Google va prendre ça comme un signal. Mais ce qui compte le plus, et ce qui a toujours compté depuis la création de Google, et une chose dont Google ne peut pas se passer, c'est les liens entrants. Okay, c'est les autres sites qui font des liens vers ton site. On va en parler juste après, mais en fait, il faut comprendre ça. Si d'autres sites parlent de ton site, forcément, c'est que ton site est de qualité. Aux yeux de Google, en tout cas. Les liens entrants, il y a deux facteurs à prendre en compte. La qualité du lien et le volume du lien. On va voir ça. Enfin, le volume, c'est le nombre de liens. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Tu vois, pour augmenter ta popularité, il y a ce qu'on appelle utiliser ton backlink. Des backlinks. C'est-à-dire que tu as ton site qui est au milieu et toi, tu vas essayer d'avoir des sites, le site A, B, C, D, E, F, qui fait des liens vers ton site. L'idéal, c'est d'arriver sur un truc comme ça, où tu as des réseaux sociaux, des sites et différents types de sites qui font des liens vers ton site qui est au milieu. Et si tu arrives à avoir un schéma comme ça, avec des dizaines et des dizaines de sites qui font des liens vers ton propre site, bah là, c'est gagné. Ça veut dire que ton site est populaire aux yeux de Google. Maintenant, il ne faut pas le faire de la mauvaise manière. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Juste avant de ça, pour comprendre dans les liens, il y a ce qu'on appelle des liens en nofollow et des liens en dofollow. Quand Google a compris que certains s'amusaient à créer des liens qui n'étaient pas forcément naturels vers leur propre site, Google il a créé ce qu'on appelle la balise nofollow. La balise nofollow, c'est quoi? C'est je fais un lien de Otake vers ton site à toi qui s'appelle tonsiteatoi.com, mais dans la balise, dans le lien, je vais mettre un petit paramètre qui indique à Google, OK, j'ai fait un lien vers ce site-là, mais il ne faut pas que tu prennes en compte dans ton référencement. Il y a de plus en plus de sites qui font des liens en nofollow et par défaut, quand les liens ne sont pas en nofollow, les liens naturels et les liens normaux, ils sont en dofollow. Okay, et donc toi, ton but, quand tu vas vouloir chercher des liens, créer des liens, le but, ça va être d'avoir des liens en dofollow, des liens qui vont envoyer du jus. En fait, c'est simple. Moi, j'ai du jus sur mon site et en fait, à chaque fois que je fais un lien sortant vers quelqu'un d'autre, je lui envoie du jus. Et donc toi, ton but à toi, c'est d'avoir un maximum de jus. Enfin, je sais pas, c'est le seul terme qui me vient à l'esprit, c'est le terme qui est utilisé dans le référencement. C'est d'avoir de la puissance. Et pour avoir de la puissance, il faut imaginer plein de petits liens qui font remonter de la puissance vers ton site. Mais il y en a certains qui sont en nofollow et donc qui ne vont pas envoyer autant de puissance. Selon les experts, selon les études, il y en a, ils vont dire oui, ça envoie quand même un peu de jus, mais ça n'en envoie vraiment pas autant. Donc le mieux, c'est d'avoir des liens en dofollow. Maintenant, une fois que tu as compris ça, il y a un autre point technique à comprendre, c'est ce qu'on appelle les encres de lien. Les encres de lien. Les encres de lien, c'est tout simplement le mot qui apparaît quand tu cliques sur un lien. Tu sais, par exemple, quand tu vas sur mon site ou plein de sites, tu as des liens où c'est écrit « cliquez ici ». Okay, ça, c'est l'encre du lien. Il y a des liens où ça va être écrit « lisez cet article pour comprendre comment… » Ça va être une encre de lien. Et il y a différents types d'encres de lien et il faut avoir ça en tête quand toi, tu vas aller créer des liens. Les types d'encre, c'est quoi? C'est l'URL. C'est-à-dire que ma page s'appelle otake.com/nom-page, et ben, je l'affiche comme ça et en fait, c'est l'URL brute. Il y a la marque. Toi, si sur ton blog, tu peux faire un lien vers moi en disant « Allez visiter le site de Amine de Otake » ou « Allez visiter Otake » ou « sur otake.com », etc., etc. Donc ça, c'est, on va dire, le nom de marque. Maintenant, il y a les mots-clés. Par exemple, ça pourrait être « web marketing ». Et là, en cliquant sur le lien, je vais arriver sur Otake. En cliquant, par exemple, sur développement personnel, etc., etc. Ça, c'est des mots-clés. Après, il y a ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, on va le voir juste après. Garde ça en tête. La longue traîne, c'est par exemple quelle formation en ligne pour lancer un blog rapidement. Tu vois, formation en ligne, c'est un mot-clé.
Et un mot-clé dans la longue traîne, c'est quelle formation en ligne pour lancer un blog rapidement. On va voir juste après, dans le slide d'après, c'est quoi la longue traîne et l'utilité d'utiliser ce type d'encre. Et après, tu as des encres génériques comme voir le site, en savoir plus, cliquer ici, etc., etc. Ce genre d'encres qui sont intéressantes pour diluer ton profil de lien. Parce que Google n'aime pas que tu joues avec Google. Et Google n'aime pas que tu triches avec Google. Et donc, il faut que les liens que tu vas créer toi-même ou les liens que tu vas demander à d'autres personnes de créer pour toi soient le plus naturels possible. Et donc, il faut diluer ce genre d'encre parce que forcément, l'idéal, ce serait d'avoir que des encres parfaitement sur ton mot-clé. Toi, tu veux te placer sur trottinette électrique, mais en fait, il faudrait que tous les sites te fassent des liens sur trottinette électrique. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Parce que sinon, Google va dire personne ne fait que des liens sur trottinette électrique. Normalement, un blog, quand toi, tu parles naturellement d'un site, tu vas dire, vous pouvez aller voir sur cette boutique, tout simplement. Ou tu vas aller dire, tu vas mettre juste l'URL. Ou peut-être que tu vas dire la trottinette électrique sur le nom du site. Et en fait, il faut que ce soit naturel. Et donc, une répartition qui est recommandée, enfin que moi, je te recommande, il faudrait que voir ce que d'autres recommandent, mais moi, ce que je te recommande et ce que je fais, moi, dans mon activité, 20 à 30%, tu mets l'URL directement. OK? C'est-à-dire, tu mets directement l'URL de la page sans rajouter d'encre par-dessus, ce qui fait que c'est vraiment le plus naturel et le plus brut possible. 40 à 60% qui sont vraiment sur le nom de ta marque. OK? À chaque fois, parler de Otake, parler du nom de ta marque, ou du nom de ton site ou de ton nom à toi, peu importe l'article sur lequel tu renvoies. Renvoyer sur des mots-clés précis. Vraiment, il faut se limiter à 5 à 10% maximum. La longue traîne, environ une dizaine de pourcents. Et les mots génériques, 5 à 10%. OK? Et donc là, tu vois, si tu fais l'addition, ça fait plus que 100%. Mais c'est à peu près un ordre de grandeur, tu vois. De se dire, OK, je vais prendre un peu d'URL, un peu de marque, un peu de mots-clés, un peu de longue traîne, un peu de générique. Mais ne vraiment pas faire le bourrin. Et c'est un des gros trucs à faire quand tu fais du référencement et à prendre en compte, c'est de ne jamais faire le bourrin. Si tu fais le bourrin, c'est compliqué et tu peux vite te faire pénaliser par Google. Donc depuis tout à l'heure, je te parle de longue traîne. Je te demande peut-être qu'est-ce que c'est. C'est un schéma qui parle mieux que moi. Ce schéma-là, tu vois, c'est à gauche, tu as le niveau de concurrence et à droite, tu as le niveau de recherche, le nombre de recherches. Et par exemple, là, c'est un exemple très simple sur le voyage. Si tu cherches le mot-clé voyage tout seul, bien sûr que la concurrence, elle est super élevée. Enfin, le nombre de visiteurs aussi, il est super élevé, de gens qui tapent voyage. Et si tu es passé premier sur voyage, c'est sûr que tu fais de l'argent, mais le niveau de concurrence, il est super élevé. Et le niveau de maturité de l'internaute, il est bas. OK? Parce que quelqu'un qui cherche voyage, tu peux pas savoir si la personne elle cherche un documentaire de voyage, si elle prépare un voyage en solitaire, si elle prépare un voyage en famille, si elle prépare un voyage de noces, si elle prépare un voyage d'affaires. Et donc, c'est dur de cibler ton contenu. Par contre, il y a la moyenne trend, ce qu'on va dire voyage en famille. OK? Voyage en famille. Tu sais que les personnes, ils veulent partir en famille. Et donc, c'est un peu plus facile de se positionner sur ça, même s'il y a moins de visiteurs. Et après, tu as les mots-clés de la longue traîne. Par exemple, destination idéale pour un voyage en famille. Ou voyage en famille au soleil en avril. Ou partir en avril en famille en France. Et en fait, ça, il y a moins de visiteurs quand tu prends chaque expression séparément. Mais quand tu prends toutes les expressions, forcément, ça fait du volume. C'est plus facile de se positionner parce que peut-être, très souvent, il y a très peu de personnes qui optimisent pour ces requêtes-là. Et ça veut dire tout simplement que toi, en faisant un peu de travail, ce sera plus facile de se positionner sur destination idéale de voyage en famille que sur voyage. Et en fait, en ciblant des petits mots-clés comme ça, tu vas pouvoir attirer des visiteurs. Et c'est pour ça que la longue traîne, c'est quelque chose à ne vraiment pas négliger. Et en fait, la longue traîne, tu vas la travailler naturellement si tu fais du contenu. Si tu fais du contenu de qualité et qui est long, naturellement, ta longue traîne va être alimentée avec des expressions qui sont naturelles pour les internautes. Et maintenant, un truc qui est intéressant, c'est qu'il c'est écrit niveau de maturité de l'internaute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui cherche voyage, tu sais pas trop s'il en est à son coup d'essai. Imaginons, on reprend l'exemple de la trottinette électrique. Je sais pas pourquoi, c'est la mode en ce moment, j'en vois partout. Et donc, j'ai envie de parler de ça. Et aussi, j'ai eu une boutique en ligne sur quelque chose de similaire. C'était les hoverboards il y a quelques années. Et du coup, je sais très bien de quoi je parle. Quelqu'un qui cherche juste trottinette électrique, t'es pas sûr qu'il veuille acheter une trottinette électrique. OK? Par contre, quelqu'un qui cherche acheter une trottinette électrique pas chère, noire, tu te dis, OK, le mec, il veut acheter une trottinette noire pas chère, une trottinette électrique.
Et du coup, forcément, il est plus qualifié. Par exemple, une personne qui cherche comment vendre des formations en ligne quand on est professeur de fitness, forcément, cette longue traîne-là, il y a moins de visiteurs tous les mois, mais c'est beaucoup plus ciblé pour moi si je vends des formations que pour quelqu'un qui cherche comment vendre des formations en ligne ou professeur de fitness. Tu vois, moi, ça sert à rien d'être positionné sur professeur de fitness si mon but, c'est d'accompagner les professeurs de fitness à créer des formations en ligne. Est-ce que tu as compris l'idée? Plus la phrase elle va être longue et que plus tu es positionné sur des phrases longues, plus ça veut dire que tu réponds précisément à la question. Et donc, l'idéal, c'est de bien sûr cibler des gros mots-clés. On va voir ensuite comment trouver les mots-clés. Mais ne surtout pas négliger la longue traîne. C'est ça qui va t'apporter la plupart de ton trafic au début. Donc maintenant, une fois que tu as compris ça, là, c'était la partie théorique. Comment faire? Comment faire pour booster ton référencement? Je vais te donner 5 méthodes efficaces pour améliorer ton SEO. Mais juste avant, j'ai quelques recommandations pour toi. Parce que, comme je te l'ai dit, tu peux monter vite. Tu vois, les courbes que tu as vues au début de la vidéo, ça s'est fait sur 1 an, 2 ans. Tu vois. Et tu peux faire la même chose en fait en deux mois en faisant le bourrin. Parce que si tu envoies des signaux forts à Google, il va te positionner. Mais il va vite se rendre compte que c'était un feu de paille. Et donc, il va très vite te déclasser aussi. Par contre, si tu veux te positionner correctement sur le long terme, moi j'ai des sites sur lesquels j'ai travaillé pendant 1 an, 2 ans et qui sont restés positionnés pendant 3, 4, 5 ans avant de baisser. Parce que forcément, au bout d'un moment, ça baisse parce que tes concurrents travaillent plus fort que toi. Attention à la suroptimisation. Ok? Par exemple, tu vends des trottinettes électriques, ça sert à rien de faire un article où il y a 4000 fois répété trottinette électrique. Il faut que ce soit le plus naturel possible. Donc, ne pas trop mettre de mots-clés ni dans tes liens, ni dans tes encres, ni dans ton contenu. Avoir une vision long terme. Le référencement, c'est vraiment quelque chose c'est pierre par pierre, vraiment goutte à goutte où tu vas construire ça. Et donc, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir une vraie rentabilité et une vraie visibilité. Mais sur le long terme, ça peut être très puissant. Moi, il y a plein de choses que j'ai achetées uniquement avec du référencement naturel. Là, en tête, je pense j'ai utilisé un service en ligne pour faire ma comptabilité. Ils me prennent environ 1 000 € par an. Eux, je les ai trouvés sur Google quand j'ai cherché des services en ligne. Mais surtout, je les ai trouvés sur Google parce que très souvent, quand je cherchais des conseils ou des infos sur la manière de faire sa comptabilité, je retombais sur leur blog à eux. Donc, eux, ils ont créé du contenu qui a attiré des prospects comme moi. Et après, peut-être qu'ils m'ont reciblé en publicité ou je ne sais plus comment ça s'est fait. J'ai fini par être client. Mais je sais que plusieurs fois, je suis tombé sur Google et encore aujourd'hui, quand je cherche des infos, je tombe sur eux via Google. Privilégier la qualité. Aujourd'hui, que ce soit dans ton contenu, donc le nombre de pages sur ton site, ou que ce soit dans les liens qui vont entrer dans ton site, il faut privilégier la qualité. Bien sûr, si tu as un lien qui entre sur ton site depuis un site comme Le Monde, comme Wikipédia, comme je sais pas moi, Nike qui te fait un lien, bien sûr que ça a une valeur énorme et ça envoie du jus à toute patate. Bien sûr que c'est super rare aussi, c'est super rare. Et toi, les liens que tu vas avoir, ça va être des liens, on va dire, de moins bonne qualité que ça. Ça, c'est le Saint Graal. Mais il faut vraiment privilégier la qualité. Surtout par exemple, bannir. Aujourd'hui, je sais plus trop à la mode, mais il y a quelques années, tu voyais ça, tu voyais des pubs sur 5euros.com ou tiens, je vais t'envoyer 1000 liens vers ton site pour 20 €. Il faut jamais faire ça parce que c'est des liens de très mauvaise qualité et tu peux te faire bannir. Donc, il faut vraiment privilégier des liens de qualité. On va voir ensuite quel type de lien tu vas pouvoir créer. Et le contenu, il est le plus important. Tu sais, sur un de mes sites, sur le site de ma femme notamment, au début, j'ai fait un tout petit peu de référencement, vraiment les bases pour que Google comprenne qu'il y a un site. Mais après, je ne l'ai pas fait régulièrement. Je l'ai pas fait régulièrement, mais juste en produisant du contenu de qualité qui était partagé sur les réseaux et qui répondait vraiment aux besoins des internautes, en fait, ça a pris. Et très souvent, en faisant des sites de qualité, ça finit par prendre au bout d'un moment. Ça peut être long. Tu vois, ça peut faire prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Et c'est pour ça que je recommande pas de faire uniquement du SEO pour gagner ta vie. Ça finit par prendre. Et quand tu réponds aux questions des internautes, quand tu leur apportes du contenu de qualité, ça va prendre et ce sera toujours valorisé. Maintenant, c'est vrai que quand tu fais des bons liens entrants, ça envoie du jus également. Donc, le contenu, c'est important et les liens, c'est important. En fait, les deux sont vraiment importants, mais il faut toujours privilégier du contenu de qualité parce qu'il faut que les gens, quand ils viennent sur ton site, ils sont contents, ils sont satisfaits et c'est là où ils vont pouvoir acheter des choses sur ton site. Maintenant, on va voir comment trouver des mots-clés
Et ensuite, on va avoir 5 conseils, 5 astuces pour placer tes liens. Ok, une fois que tu sais quel mot-clé tu vas cibler, on va voir où placer tes liens et comment placer tes liens pour pouvoir avoir des liens de qualité vers ton site. Le premier outil, il s'appelle Ubersuggest. Donc, tu vas dessus. On va reprendre mon exemple qui est à la mode trottinette électrique. Et là, on va voir ce que Ubersuggest me suggère justement comme mot-clé. Tu vois, lui, il me dit, OK, 300 000 visiteurs par mois. C'est pas mal. Idée de mots-clés. Trottinette électrique adulte, trottinette électrique Paris, trottinette électrique Decathlon, trottinette électrique Xiaomi, trottinette électrique pas cher. Pas mal ça fait 9000 visiteurs par mois. Et après, on va voir idée de mots-clés. Idée de mots-clés, c'est quoi? C'est, lui va te positionner des mots-clés qui sont suggérés. Donc tu vois là, tu as une liste suggérée avec le volume tous les mois, avec le coût par clic si tu le fais avec de la publicité AdWords, avec la difficulté de te placer si tu fais du trafic payant, donc par exemple en utilisant du Google AdWords, et la difficulté pour te placer en trafic gratuit, donc en référencement. Donc tu vois, là par exemple, de 0 à 100, se placer sur trottinette électrique, ça devient compliqué, c'est à 77. Par contre, trottinette électrique pas chère, c'est à 37. Est-ce qu'il y a moyen de se placer sur trottinette électrique pas chère? On va aller voir ça. Et donc, tu vois les premiers sites qui sont positionnés. C'est Discount, Mobilité Douce, GoSport, Overstore, Auchan, Gyropodius. Moi, je pense que tu peux viser le top 5. Top 5, et donc ça veut dire que tu ferais 500 visites par mois, ce qui est pas trop mal. Tu vois, Overstore, ils sont positionnés. Ils ont 110 liens qui pointent vers trottinette électrique. Donc, c'est plutôt pas mal. Overstore, moi, à l'époque, je te dis, je vendais des overboards. Et on arrivait à être devant eux pour les overboards. Donc, en fait, tu peux viser les premières places. Maintenant, des idées proches. Parce que parfois, autour de trottinettes électriques, il y a des trucs auxquels tu ne penses pas, tu vois. Trottinette électrique pas cher. Donc, tu vois la manière de l'écrire de manière différente. Trottinette électrique tout terrain. Roue électrique, patinette électrique. Tu vois, ça se trouve que en allant chercher en patinette électrique, c'est plus simple que sur trottinette électrique. Là, c'est pas le cas. Mais meilleure trottinette électrique, trottinette freestyle. Bref, tu as compris comment chercher des mots-clés grâce à Ubersuggest. Il y a un autre outil qui s'appelle Answer de public. Answer de public, c'est en fait toutes les questions que les gens peuvent se poser autour d'un sujet. Ok? En fait, il génère plein de questions autour de ton sujet. Trottinette, il y a 2 N ou un seul N? Il y a un seul N. Trottinette. Donc là, tu mets OK. Et là, lui, il génère les questions. Et en fait, là, tu vois, il part toutes les questions avec quelle. Donc, quelle trottinette électrique en 2019? Quelle trottinette électrique Xiaomi? Quelle trottinette électrique pour monter les côtes? Toutes les questions avec lequel, avec qui, comment, où, quoi. Ensuite, il prend toutes les prépositions comme sans, près, près de, pour, au, avec. OK? Trottinette électrique avec frein à disque, avec éclairage, avec GPS. Et typiquement, ça fait une putain de liste de mots-clés, tu vois, si tu as une boutique en ligne de trottinettes. Ou contre, VS, et après par ordre alphabétique. Donc en fait, tu vois, tu as une putain de liste de suggestions, et le mieux, ça c'est de l'exporter. Tu l'exportes, et après tu as un fichier que tu vas pouvoir, donc tu vas pouvoir évaluer le nombre de requêtes. Pour évaluer le nombre de requêtes, il y a un outil qui s'appelle Google Keyword Planner. C'est le planificateur de mots-clés Google. Le planificateur de mots-clés Google, c'est quand tu as de la publicité qui tourne sur Google AdWords. Il me semble que quand tu n'as pas de publicité qui est active, malheureusement, les chiffres ils sont moins précis. Ok? Mais on va tester. On va aller voir ça. Outils et paramètres. Outil planificateur de mots-clés. Là, par exemple, on va prendre juste... c'est quoi le mot-clé que je t'ai dit qui était puissant tout à l'heure? Voilà, c'est celui-là. Avec. Je vais prendre juste celle-là. Mais je pourrais le faire avec toute la liste. Obtenir le volume des recherches et des prévisions. OK. Trottinette électrique. Démarrer. Et du coup, là, tu arrives là, il faut aller dans les statistiques historiques. Parce que lui, il te donne des prévisions. Moi, j'ai envie de voir sur les derniers mois ce qui s'est passé. OK? Sur les 12 derniers mois. Et là, tu vois, tu as tous les mots-clés. Et toi, tu veux traiter par recherche mensuelle.
Et là, tu vois, trottinette électrique Excel, 3600 recherches. Avec siège, 720. Avec grosse roue, 110. Après, en dessous de 100, c'est pas vraiment intéressant. Donc, tu vois, par exemple, trottinette électrique grande autonomie, c'est pas du tout intéressant. Et en fait, tu pourrais faire ça pour tous les mots-clés qu'il y a là. Si tu exportes tout, tu as tout vraiment, comment dire, tu as une grosse liste et tu prends, tu peux tout filtrer. Et il y a forcément des mots-clés dans le lot qui sont super bien visités avec énormément de visiteurs. Donc, tu as ces trois outils-là que moi j'utilise en parallèle. Ubersuggest pour avoir une idée vite fait. Answer de public pour générer vraiment des mots-clés. Et ensuite, ici, pour avoir le volume exact. Et tu vois, on voit l'historique, on voit que ça augmente sur les derniers mois, sur les trottinettes électriques. Ok, donc maintenant, tu as compris à quoi ça sert le référencement, pourquoi faut en faire. Tu as compris les bases, tu as compris c'était quoi les encres de lien, tu as compris c'était quoi le nofollow, dofollow, tu as compris comment trouver des idées de mots-clés pour ton contenu et pour tes liens. Maintenant, comment on fait pour placer des liens? C'est ça le but. Le but, c'est d'avoir des liens qui pointent vers toi depuis l'extérieur, depuis d'autres sites. Ok? Comment on fait pour faire ça? Tout simplement, il y a plusieurs solutions. Là, je les ai tous affichés ici. Tu as les liens internes. Déjà, ça, c'est important. C'est toi, si tu as des pages importantes sur ton site, c'est bien de faire des liens depuis d'autres articles sur ton blog pour faire remonter ces pages-là. Pour que tout le jus qui arrive sur toutes les pages de ton site remonte vers les pages les plus importantes. Tu as les annuaires. Les annuaires de sites, c'est à l'époque, les gens référençaient des sites sur des annuaires. C'est plus recommandé de le faire aujourd'hui, mais il y a encore quelques gros annuaires de qualité. Cherche sur Google annuaire de qualité pour le référencement en 2019 ou en 2020 et tu peux en sélectionner 5 ou 10 pour commencer, pour faire les premiers liens sur ton site, ça peut être intéressant. Les commentaires de blog. Pareil, les commentaires de blog, c'était une ancienne méthode qui aujourd'hui marche moins, mais avec lesquels moi j'ai eu des résultats récemment en 2018-2019. Donc tu peux le faire, mais moins, sans forcer, tu vois. Comment tu fais pour trouver un blog qui parle de ta thématique? Il y a un outil qui s'appelle SEO Footprint. Il y en a sûrement d'autres. Moi, c'est un outil que j'utilise, qui est marrant, qui est cool. Je vais chercher trottinette électrique. Ok? Est-ce que contient exactement le mot-clé? Oui. Moi, je veux un article sur WordPress. Après, je peux choisir un article sur d'autres choses, mais WordPress, c'est bien. Et je veux un article qui a été publié il y a moins d'1 an, okay, sur lequel je peux commenter. Et en fait, quand je mets valider, j'affiche les résultats. Et là, je vais pouvoir aller sur différents sites. Alors, on va aller sur le premier. Avis sur la trottinette électrique 08. Que faut-il en penser? Et là, en bas, tu peux laisser un commentaire. Donc, tu peux mettre ton nom. Ok? Tu peux mettre ton email. Et tu peux mettre ton site web. Et en fait, ton nom deviendra l'encre sur le lien. Ok? Par exemple, si j'écris trottinette pas cher, test@gmail.com, et mon site c'est otaquet.com. Donc là, je mets otaquet.com et là, je peux mettre test de commentaire, ne pas le valider. D'ailleurs, je vais enlever otaquet.com, on ne sait jamais. Google.com. Ok. Donc, tu vois, test de commentaire, ne pas le valider. Je fais ça. Et en fait, quand j'envoie, là, normalement, ils vont me dire qu'il est en. Bon, là, on ne le voit pas, mais en fait, dans les commentaires, moi, ça va me créer un lien en dessous, tu vois. Donc, je vais essayer d'en trouver un autre où il y a des commentaires. Donc, moi, je trouve pas d'article où il y a des commentaires qui ont été validés. Mais toi, en faisant ça un peu, ça te permet d'avoir des liens et surtout, ça permet de diluer ton profil. Tu te rappelles, on avait dit que ton profil, il devait pas être trop sur des mots-clés. Mais en fait, les commentaires de blog, ça peut très bien être juste des liens génériques ou des liens sur ta marque, sur ton nom personnel qui font que ça va diluer l'ensemble des liens. Et toi, tu vas garder les liens qu'on va voir juste après de qualité sur les gros mots-clés. Donc, les articles invités. L'article invité. Imaginons que toi, tu fais la trottinette électrique et tu connais quelqu'un, un ami ou une connaissance, ou peut-être pas d'ailleurs, qui a un blog qui parle de mobilité. Et ben lui, tu peux lui dire, en fait, est-ce que tu pourrais faire un article sur ton site où tu me places un lien vers mon blog? Donc ça peut être comme ceci. Donc ça, c'est un lien. Ou toi, tu pourrais aller voir, par exemple, un blog quelconque et lui dire, voilà, moi, j'ai un blog de conseils sur le fitness et je peux écrire un article de qualité de 3000 mots pour votre site gratuitement. Ça vous fait du contenu gratuit. Et moi, dedans, je vais insérer un lien.
Et en fait, c'est ça, c'est que toi, l'échange de valeur, il est là. Toi, tu donnes du contenu de qualité au site, donc lui, il n'a pas besoin de le faire rédiger, etc. En échange, toi, tu as de la valeur, tu as un lien qui va poindre vers ton site. Donc, les articles invités, ça marche. Le mieux, c'est bien sûr de briser la glace, de prendre contact avec les gens. Et si tu demandes ça à un ami, c'est plus simple que si tu demandes ça à un inconnu. Mais tu peux déjà faire un contact rapidement et proposer un article invité. Ça marche assez bien. Maintenant, si tu n'as pas d'amis dans cette thématique-là et si tu connais pas de personnes qui peuvent te faire des articles gratuitement, il y a ce qu'on appelle les articles sponsorisés. Ok? C'est la même chose, sauf que tu vas payer. Et les influenceurs font ça, les blogueurs font ça. Typiquement, tu vas voir une personne, tu lui dis voilà, moi je te passe 100 euros, tu me mets un lien. Les gens vont te dire oui, surtout quand c'est des blogs débutants. Et bien sûr, plus ils sont gros, plus ça coûte cher. Justement, combien ça coûte tout ça? Tu sais, souvent on pense que le référencement c'est gratuit. C'est gratuit, mais en fait, tu vas le payer en temps. Et soit tu payes en temps, soit tu le payes en argent. Ça, je le répète souvent. Donc le référencement, tu payes en temps pour la rédaction de contenu, etc. Mais parfois, il faut le payer en argent. Si toi, tu n'as pas envie d'écrire des articles, il va falloir les faire écrire. Pour les faire écrire, ça coûte environ 25 euros pour 1000 mots. C'est la moyenne, on va dire en France, 25-30 euros pour 1000 mots. Donc si tu fais un article de 3000 mots, ça te fait, ça fait entre 75 et 90 euros. Ce qui commence à faire un billet. Maintenant, les articles sponsorisés, combien ça coûte? C'est, encore une fois, ça dépend de la grosseur du blog. Ça peut être 30 à 50 euros au début. On va dire que c'est des petits liens pour commencer, pour faire des liens génériques, etc. Ensuite, à partir de 80 euros, 100 euros, ça commence à devenir intéressant. Après, il y en a 200, 300, 500, 1000, 2000. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si tu veux un article, je sais pas moi, sur quoi, il y a quoi comme gros blog? Sur Presse Citron. Je sais pas si tu connais Presse Citron, c'est un blog d'informatique, enfin de news informatique technologique, ou sur Journal du Geek. Je pense que tu payes facilement plus que 1000 euros pour avoir un lien. Et en tout cas, ce serait rentable encore. Ce serait rentable parce que tu aurais vraiment un signal très très fort vers ton site. Comment faire pour trouver des articles sponsorisés? Soit tu peux demander directement au blogueur. Est-ce que tu es intéressé pour avoir un article en contrepartie, je te rémunère. Soit tu peux passer par des plateformes. Ok? Passer par des plateformes, c'est par exemple, attends, on va regarder ça. On va aller sur Google. Moi, j'en ai quelques-unes en tête. On va par exemple acheter article sponsorisé. Voilà. On va regarder ce que je te recommande. Rocket Links, moi je l'utilise, c'est pas mal. Je l'ai utilisé pour vendre des articles sur mes anciens blogs et j'utilise de temps en temps pour acheter des liens. Semjuice, c'est pas mal. Bah déjà ces deux-là ils sont pas mal, mais Rocket Links et Semjuice déjà ils sont vraiment bien. Sinon, tu en as d'autres, c'est backlinks.fr qui est vraiment plus privé. C'est vraiment une plateforme plus petite. Tu as VIP SEO aussi qui est un peu plus petite et qui est pas mal. Donc déjà, avec ces quatre-là, tu as de quoi faire. Et en fait, dessus, il y a plusieurs sites qui sont référencés et toi, tu peux aller ajouter, commander des liens directement. Tu peux commander 10, 15 liens au même endroit et c'est eux après qui contactent les webmasters. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, vraiment ce que je voulais te dire, c'est que le référencement naturel, c'est tout à fait légal de le faire. Enfin, tant que tu ne fais pas de grosses bêtises. C'est tout à fait légal. Par contre, c'est illégal vis-à-vis des règles de Google. Okay? Google, ce n'est pas la loi, mais Google, c'est une entreprise. Et Google n'aime pas ça. Ça veut dire que si tu forces trop et si tu te fais griller, Google peut te déclasser. Maintenant, Google n'est pas Dieu. Google ne peut pas savoir si un blogueur te fait un lien parce que c'est un ami, si un blogueur te fait un lien parce qu'il aime bien ton contenu ou si un blogueur te fait un lien parce que tu l'as payé. À toi d'être subtil dans tes choix et de ne pas faire le bourrin. Vraiment pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que Google, c'est une entreprise et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur site internet, dans leur société et donc te classer, te déclasser comme ils le veulent. Mais si tu fais ça correctement, si tu fais ça proprement, tu auras des résultats et tu auras des visiteurs et tu auras des milliers de visiteurs qui vont venir tous les mois sur ton site gratuitement à terme. Ça va te demander du temps, ça va te demander des efforts, ça va te demander de l'investissement tous les mois, mais à terme, ça va payer. Donc, tu vois, cette formation, elle est quasiment terminée. Si tu veux que je fasse d'autres formations comme ça, sur d'autres sujets, dis-le moi en commentaire. Je veux une formation sur 2 points. Et là, tu mets ce que tu veux. Je veux une formation sur
Ça peut être le référencement, la création de contenu, la vente, la création de tunnels de vente, YouTube, la création de blog, peu importe. Et je te ferai une formation comme ça. Ça prend du temps. Là, tu vois, je pense qu'on est à quasiment 1 heure de vidéo. Ça prend du temps, mais voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer sur le référencement naturel. Au moins, tu as toutes les informations au même endroit. Si tu veux aller plus loin, si ton but c'est toi de monter une activité en ligne et de vivre de ta passion sur Internet, tu peux regarder le premier lien dans la description. Je t'explique pas à pas comment tu vas pouvoir rejoindre mes contacts privés. Et en fait, il suffit en un clic d'inscrire ton adresse email et tous les jours, tu vas pouvoir recevoir des contenus comme celui-ci. Alors, pas comme celui-ci en détail parce que celui-ci, en vidéo, il est long, mais tous les jours, j'envoie une leçon par email qui te permet de créer ton business. Ça peut être des stratégies sur le référencement, sur la vente, sur le marketing, sur la création de formation, sur la création d'accompagnement, sur les offres, sur comment vendre mieux, comment vendre plus cher, comment vendre plus, comment rester motivé. Bref, tout ce qui fait que tu vas pouvoir avancer dans ton activité et vivre de ton business en ligne. Tu reçois une leçon par jour. Il suffit de cliquer dans le premier lien dans la description. Si ce n'est pas encore fait aussi, je t'invite à t'abonner sur YouTube. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Le marketing de réseau, est-ce que c'est une superbe opportunité ou est-ce que c'est la plus grosse arnaque du siècle? Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches des avis sur ce type d'activité. On t'a proposé de faire du MLM et tu sais pas trop quoi en penser. Le problème quand tu cherches des avis, c'est que soit tu tombes sur des personnes qui font du MLM et qui sont à fond dans leur truc et qui sont fans hardcore du concept et qui ne sont pas objectifs, soit tu tombes sur des personnes qui détestent à fond le MLM et qui n'ont très probablement jamais fait et qui ne sont pas objectifs.